Est-ce que d'abord vous m'entendez ou pas? 5 sur 5. Ok. Je disais bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle session de lundi Parlons Radiologie où nous allons aborder un sujet intéressant sur le suivi prénatal intitulé l'échographie du deuxième trimestre, qu'on appelle aussi l'échographie morphologique, ainsi que l'échographie des malformations euh, congénitales, qui sera parlé par le professeur Andy Mangana Muela, qui est gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa, professeur d'obstétrique, vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté de médecine de Kinshasa. Et comme panéliste, docteur Anna Bila, qui est gynécologue obstétricienne avec un DS d'interuniversitaire à l'UCL, ULB Belgique, en échographie gynécologique et obstétricale consistante aux cliniques Bilam, SEMCA, Centre médical Diamant et SOS Médecins de nuit en République démocratique du Congo. Et moi qui suis la modératrice, je suis médecin radiologue, praticien hospitalier, exerçant comme radiologue au Centre d'imagerie médicale de Saint-Benoît à l'île de la Réunion. Le sujet d'aujourd'hui est un examen essentiel dans le suivi prénatal, à la fois de dépistage et d'évaluation du développement fœtal. Et nous allons donner la parole, excusez-moi, au professeur Andy pour qu'il puisse nous parler aujourd'hui de ce sujet intéressant et nous apporter son éclairage sur la pratique, les critères à surveiller, les implications médicales de cette échographie morphologique du deuxième trimestre ainsi que des anomalies congénitales, qui est, comme on le sait bien, un examen essentiel dans le suivi prénatal, à la fois de dépistage et d'évaluation du développement fœtal. Professeur Dr Andy, vous avez la parole. Merci Anita pour la Oui. parole. Je salue tout le monde, tous les participants à Lundi Parlons Radio. Je dis merci au professeur Dadi Mata pour cette opportunité de pouvoir encore une fois de plus échanger avec tous les membres de cette plateforme sur un sujet, comme tu l'as souligné Anita, intéressant, à savoir l'échographie morphologique, l'échographie du deuxième trimestre et l'échographie des malformations congénitales. Alors, pour ce qui est de mon propos, il va s'articuler essentiellement autour de 5 points, à savoir euh, les spécificités de l'appareil, l'échographie qui doit être utilisée, les spécificités de l'examinateur, la technique et les étapes de l'examen. Euh, et on passera à ce niveau-là aux différentes étapes de cette échographie morphologique. Et ensuite, nous dirons un mot sur le compte rendu qui doit être fait à l'issue de cet examen et nous terminerons par une petite conclusion. Pour ce qui est des spécificités de l'appareil d'échographie à utiliser, essentiellement, il faut un appareil possédant un fine loupe d'au moins 200 images, la présence d'un Doppler couleur, deux sondes, une de 3 à 5 MHz et une sonde endovaginale de 7 MHz. Il faut la présence d'un zoom non dégradant et évidemment la possibilité de prendre les mesures au 1/10 de millimètre près. Quant à l'examinateur, il doit présenter les spécificités suivantes,
avoir été formé pour réaliser une échographie morphologique, parce que ce n'est pas en se réveillant un matin qu'on peut prétendre être en mesure de réaliser une échographie morphologique. Il faut aussi un entraînement post-formation d'au moins 3 mois, évidemment, sous la supervision, sous supervision, et avoir réalisé au moins 300 échographies par an, dont au moins 170 échographies morphologiques. Ça, ce sont les normes un peu de la France. Et toujours garder en mémoire que l'échographie morphologique, comme l'a souligné la modératrice, impliquait une haute responsabilité médico-légale. Alors, quelles sont les techniques ou quelle est la technique de l'examen? Sommairement, l'échographie morphologique doit être réalisée entre 18 et 23 semaines, voire même certains vont jusqu'à 25 semaines, mais l'âge optimal étant de 22 semaines, plus ou moins une semaine. La gestante doit être en décubitus dorsal ou sémilatéral gauche pour comprimer la veine cave. La vessie doit être en semi-réplétion, qui permet notamment d'apprécier le col de l'utérus. La sonde utilisée est une sonde curviligne de 3,5 à 5 MHz. Et l'abord classique de cet examen morphologique est la voie abdominale. Mais dans certaines situations, notamment lorsqu'on voudrait apprécier un col qui est raccourci et qui ne peut être apprécié par voie abdominale, on peut recourir à la voie endovaginale. Alors, l'examen se déroule en 5 étapes. La première, c'est la biométrie fœtale que l'on réalise. La deuxième étape, c'est une appréciation morphologique détaillée et méthodique. La troisième étape, c'est l'appréciation de la vitalité fœtale, avec évidemment enregistrement de l'activité cardiaque. Et la quatrième étape, c'est l'étude des annexes, notamment le cordon ombilical, le placenta et le liquide amniotique. Et on termine l'examen par un compte rendu avec iconographie obligatoire. Et au cours de cet exposé, nous préciserons les éléments à voir et les éléments à faire figurer dans l'iconographie obligatoire. Évidemment, les différentes étapes dans la réalisation de l'examen ou les différents segments à examiner, en tête, c'est la tête, si vous me permettez, en réalisant une coupe axiale, une coupe sagittale, une coupe parasagittale droite et gauche, une coupe coronale et enfin une coupe de face. Après la tête, et c'est le rachis qui est examiné sur une coupe axiale, une coupe sagittale et une coupe coronale. Après le rachis, c'est le thorax qui, au cours de l'examen du thorax, on va s'attarder sur les poumons, le cœur et les vaisseaux médiastinaux avant de passer à l'abdomen en vérifiant les reins, le foie, la vésicule biliaire, les intestins et la vessie. Ensuite, on examine les membres qu'il faut décompter, notamment les différentes os et les os des membres qu'il faut décompter.
ici, je souligne qu'il est important de suivre un schéma méthodique dans l'étude morphologique afin de ne rien omettre. Alors, commençons par la biométrie fœtale. Évidemment, la biométrie fœtale a pour objectif l'estimation de l'âge gestationnel. On commence notamment par le Crown Ramp Length, c'est-à-dire la mesure de la longueur crânio-caudale lors de l'échographie du premier trimestre, hein, qui est le moyen de datation le plus précis. Et lorsque cette datation a été réalisée, il ne faut pas modifier l'âge de la grossesse. Et à l'âge gestationnel théorique, sera comparé la biométrie fœtale, le diamètre bipariétal notamment, la circonférence abdominale et la longueur de la diaphyse fémorale. Et quand on mesure ces diamètres-là, une discordance devra faire évoquer une anomalie de la croissance fœtale, hein, notamment un retard de croissance intra-utérin ou une macrosomie fœtale. Il est à noter aussi qu'au deuxième trimestre, l'estimation du poids fœtal n'est pas recommandée, hein, du fait d'une importante marge d'erreur, une marge d'erreur d'environ 15%. Ben, évidemment, ça suppose que vous avez une datation du premier trimestre. À défaut de cela, ben, on prend quand même cette datation, mais en ayant en tête cette marge d'erreur. Et les coupes utilisées pour réaliser ces mesures devront figurer dans l'iconographie obligatoire avec les calipers en plaque. Ça, c'est très important. Alors, après la biométrie fœtale, une fois la biométrie fœtale réalisée, on va passer à l'examen morphologique. Et cet examen, comme j'ai dit, commence par le pôle céphalique. Au niveau du pôle céphalique, il faut examiner le contour osseux et s'assurer qu'il n'y a pas de défect. Évidemment, à part les sutures des os crâniens. Il faut examiner les hémisphères cérébraux qui doivent être bien symétriques. Il faut examiner les ventricules cérébraux qui ne doivent pas être dilatés. Et on passe en revue le contenu de la boîte crânienne, notamment, comme on peut le voir ici, la faute du cerveau. Il y a le cavum septum pellucidum. Il y a le troisième ventricule qui est examiné. Il y a la corne occipitale du vermic ou plutôt la corne occipitale du ventricule latéral. Il y a les plexus choroïdes qui sont également examinés. Il y a la vallée sylvienne qui est aussi examinée. Il y a le vermic, les hémisphères cérébelleux, comme on peut le voir ici, les hémisphères cérébelleux au niveau du cervelet. Il y a la grande citerne qui est également examinée, la grande citerne postérieure, hein, qui se trouve juste derrière le cervelet. Et comme on peut le voir sur l'icono ici, que je pointe, il faut procéder à la mesure du diamètre bipariétal. Ici, c'est une mesure à 22 semaines. Hein, c'est une coupe transversale de la tête fœtale. Vous voyez
calipers sont placés au niveau de l'os pariétal et l'axe de la mesure est perpendiculaire à la fissure interhémisphérique avec symétrie des structures de part et d'autre de cette fissure. Et sur cette coupe, comme on peut voir ici, à ce niveau-là, on peut noter le cavum du septum pellucidum et l'absence de la fosse cérébrale postérieure et des cornes occipitales ventriculaires qui ne sont pas visibles ici. Et en examinant la tête, il y a un certain nombre d'anomalies de ce pôle céphalique du fœtus qui sont considérées comme étant des signes indirects des anomalies du tube neural. C'est par exemple le spina bifida. Et donc, lorsque vous voyez par exemple le contour de la tête fœtale qui présente l'aspect d'un citron avec ici rétrécissement et incurvation du contour céphalique au niveau des os frontaux. C'est une anomalie typiquement appelée le signe du citron ou le lemon sign, qui peut être expliqué par l'étirement du cerveau fœtal vers la fosse postérieure et vers la base du crâne, avec notamment l'adaptation des os frontaux à cette anomalie de la position et du volume du cerveau. Il y a aussi le signe de la banane qui a été décrite par Campbell, une anomalie qui correspond à l'étirement. Vous voyez que dans cette illustration que j'ai tirée ici, Ali Abara, ou encore ici, le signe de la banane, qui correspond, disais-je, à l'étirement du cervelet vers la base du crâne et en incurvation vers l'avant, lui donnant cette forme particulière qui ressemble à une banane. Alors, il y a également une anomalie décrite, l'anomalie d'Arnold Chiari, qui a en fait un étirement du tronc cérébral et du cervelet vers la base postérieure du crâne et vers le canal rachidien, ce qui rend parfois le cervelet invisible à l'échographie. Évidemment, on peut également noter une dilatation des ventricules, dilatation des ventricules cérébraux, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle classiquement un mégaventricule et qui accompagne souvent une hydrocéphalie. Et en fait, c'est le fait de l'étirement ou du rétrécissement ou de l'obstruction de l'aqueduc de sinus qui est à l'origine des anomalies de la circulation du liquide céphalorachidien et par conséquent la dilatation du système ventriculaire cérébral. Alors, toujours au cours de l'examen, on peut noter quelques images anormales du contour du crâne. C'est notamment, d'abord, il faut savoir, il faut noter que les sutures sont des fenêtres acoustiques normales qui permettent un examen précis de l'encéphale. Donc, si, vous voyez par exemple là, les sutures, on peut voir les sutures qui sont classiquement visibles. Si le contenu de la boîte crânienne est difficile à distinguer, comme sur cette icono, il faut penser à une craniosténose, c'est-à-dire une déformation du crâne qui se produit lorsque les os se soudent trop tôt.
Hein, donc, lorsque les os se soudent trop tôt, ce qu'on appelle la crânio-sténose, eh ben, vous pouvez avoir difficile à distinguer euh, le contenu de la boîte crânienne. Et le crâne est habituellement bien ovale, avec des contours réguliers. Si on note des déformations associées à une visibilité trop facile des structures cérébrales, là, en ce moment-là, on va plutôt penser à une ostéogenèse incomplète. Et au cours de cet examen, on peut également, en situation anormale, noter des hémisphères cérébraux, hein, notamment la vallée sylvienne qui est symétrique, avec une giration conforme euh, au terme. Ici, sur cet icono, on peut aisément objectiver ici euh, l'encéphalocèle, ou encore ici une méningocèle, hein, c'est-à-dire une masse purement cystique, comme ici, pour le méningocèle, une masse purement cystique, hein, ou qui peut contenir des échos, comme ici, provenant d'une hernie cérébrale. Là, en ce moment-là, il s'agit d'une encéphalocèle. Alors, en rapport avec le fond du cerveau et le cavum septum pallidum, il faut l'examiner ensemble avec les piliers du fornique. Et le cavum septum pallidum est toujours vu entre 18 et 37 semaines. Lorsqu'il est visible, c'est un signe indirect de l'existence du genou du corps calleux. Mais lorsqu'on ne le voit pas, c'est un signe d'agénésie partielle ou totale du corps calleux. Évidemment, le thalami aussi est examiné, qui correspond à une structure euh, écogène en regard de la vallée sylvienne. Alors, on examine également, en examinant les ventricules cérébraux, comme image inhabituelle, on peut avoir, d'abord, normalement, les ventricules latéraux sont bien symétriques. Hein. Les ventricules latéraux, comme ici, sont bien symétriques et peut-être le siège de volumineux plexus choroïdes qui sont hyper écogènes. Environ 50% occupant environ 50% du volume hémisphérique à 22 semaines d'aménorrhée. Notez que la valeur normale doit être inférieure à 10 mm, avec une moyenne de 5,8 mm chez les filles et 6,4 mm pour les garçons. Et euh, le troisième ventricule, lui, est à peine visible, hein, à 22 semaines, à peine visible, sous forme d'un espace virtuel encadré par le tamis. Entre 10 et 12 mm de mesure de ventricule, il faut conclure à une ventriculomégalie mineure, hein, qui est, on va dire, une variante de la normale, mais qui est plus fréquente chez les garçons, en cas notamment de macrosomie fœtale. Mais lorsque vous avez des mesures qui vont de 12 à 15 mm, il s'agit d'une ventriculomégalie modérée, et à plus de 15 mm, il s'agit là d'une forme sévère de ventriculomégalie. Alors, au niveau de la fosse postérieure, hein, le cervelet, ici, visualisé,
se présente sous forme d'un papillon avec deux ailes qui sont en fait les hémisphères du cervelet. Et on a un corps qu'on appelle le vermis. Et on réalise une mesure transversale, une mesure comme ici, une mesure transversale du cervelet sur une coupe qui passe par la fosse postérieure en arrière et sur le septum pellucidum en avant. Donc, une coupe qui passe par la fosse postérieure en arrière et le septum pellucidum en avant. Le vermis, c'est une structure qui à l'échographie est hyperéchogène, située entre les deux hémisphères cérébelleux. Euh, et c'est une structure de forme rectangulaire. Et on peut aussi voir les pédoncules cérébraux, pardon, qui sont des structures hypoéchogènes et qui sont en avant du cervelet. Et on a le quatrième ventricule qui est en arrière de cette protubérance. Alors, il y a on va dire la tente du cervelet, la tente du cervelet qui est toujours tendue en arrière, en bas, pardon, et en arrière. Et le tronc cérébral, toujours, on va dire, bicolore et hypoéchogène, s'il est entièrement hyperéchogène, alors il faut penser à un accident cérébral au niveau du tronc. Alors ici, on peut également voir une image inhabituelle de la fosse postérieure, et on a sur cette image du mal à identifier le vernis qui n'est pas facilement pardon, visualisé. Ici, le vermis est visualisé partiellement, comme on peut le voir ici, mais ici, à gauche, pardon, à gauche par rapport à vous, le vermis n'est pas visualisé. Alors, on réalise aussi, en étudiant le pôle céphalique, une coupe sagittale stricte qui permet de visualiser la face fœtale de profil sur laquelle, donc ici, la face fœtale de profil, sur laquelle on peut voir le bombement du front, l'existence des os propres, de l'os pardon propre du nez, dont la longueur mesurée, ici là, dont la longueur mesurée est égale à 7 voire 8 mm à 22 semaines d'aménorrhée. Alors, on a le strium, le philtrum à hauteur des os propres du nez, qui a déjà à 22 semaines correspond au diamètre antéro-postérieur des narines. Et il y a le menton qui prolonge la tangente au front. Et donc, quand vous tracez une tangente au front, vous devez voir un prolongement du menton. Mais si le menton est postérieur à cette ligne, donc quand vous tracez cette ligne et que vous avez, par exemple ici, le menton qui est postérieur à cette tangente-là, alors là, il faut évoquer l'existence d'un rétrognatisme qui ancre en fait, qui est décrit
dans les syndromes de Pierre-Robin. Ici, comme on peut voir sur cette image, il y a une absence des os du crâne et une absence du cerveau, une anencéphalie. Alors, ensuite, on réalise une coupe coronale pour voir les deux lèvres, la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, et le menton et le nez au-dessus. En fait, par cette coupe, on étudie, on vérifie l'intégrité de la lèvre supérieure. Si cette intégrité est interrompue, il faut penser à une fente labio-palative. Notez qu'il n'existe pas de fente de la lèvre inférieure, évidemment, sauf exception si existence d'une bride amniotique. On étudie également les orbites, dont il faut évaluer la symétrie et la distance interorbitaire en millimètres, évidemment, ce qui correspond grossièrement à la distance entre les milieux des deux yeux. Généralement, ici, c'est autour de 22 semaines. Et cette distance correspond à la moitié du diamètre bipariétal. Il faut s'en souvenir. Donc, le diamètre, la distance, pardon, interorbitaire est égale au diamètre bipariétal divisé par 2. Et il faut aussi noter si existence d'une ligne hyperéchogène intraoculaire, qui correspond au cristallin. Et cette ligne hyperéchogène intraoculaire est normale à 22 semaines d'aménorrhée, qui correspond en fait à l'artère hyaloïdienne. On examine également les oreilles, dont il faut noter la forme et la taille. Et il faut vérifier leur position, évidemment, qui doit être juste en dessous de la suture temporo-pariétale. Après la tête, c'est le rachis et la moelle épinière qui sont étudiés. Et il faut étudier le rachis dans les différents plans. Un plan sagittal, un plan coronal, un plan transversal, depuis la jonction cervico-occipitale jusqu'au sacrum. Notez que s'il n'est pas possible d'avoir une coupe sagittale du rachis, il peut être utile de prendre deux clichés. L'un centré sur la charnière cervico-occipitale et l'autre centré sur le renflement lombaire. Et il faut noter la présence des noyaux d'ossification, la présence des noyaux d'ossification vertébraux qui sont hyperéchogènes avec cône d'ombre postérieure. En fait, ça correspond on va dire, au corps vertébral, en avant. On a les pédicules et les lames en arrière et les apophyses. Quant aux apophyses épineuses, elles sont cartilagineuses. Et les apophyses, le cône médulaire a un niveau normal à 22 semaines. Et il est notamment en regard du segment L3. Et donc, il faut vérifier la continuité des arcs postérieurs et du revêtement cutané, surtout,
hein, bien vérifier la continuité du revêtement cutané en axial et en sagittal. Parce que dans le plan axial, on peut visualiser les différents noyaux d'ossification et sur le plan, ces noyaux d'ossification, pardon, qui sont antérieurs euh, correspondant au corps vertébral et en postérieur au pédoncule et même au laminaire. Alors, en examinant le rachis, on peut noter des images inhabituelles, notamment la présence d'un spina bifida, hein, un spina bifida euh, qui normalement doit pouvoir être diagnostiqué en prénatal au moyen d'une échographie, ou même suspecté pour les obstétriciens par une élévation des taux d'alpha fétoprotéines dans les sérums maternels et même dans le liquide amniotique. Alors, après le rachis, il y a le thorax, hein, euh, et au niveau du thorax, on examine le cœur, donc il faut noter la position et l'orientation, hein, et l'orientation. Notez que la pointe du cœur est située du côté gauche ou est orientée du côté gauche. Il faut également étudier le volume et la cinétique cardiaque, hein, qui certes sont d'appréciation subjective, et même la présence des quatre cavités, hein, bien équilibrées, aussi d'appréciation subjective. Et on réalise un examen du plan des valves, hein, qui prend des valves auriculo-ventriculaires, hein, notamment un décalage mitro-trictus tibia. Hein. La mitrale doit être en arrière de la tricuspide qui est en avant vers le fond des oreillers. Il y a la valvule de Vieuxtemps ou le foramen ovale qui, lui, est du côté gauche. Il faut noter que l'oreillette gauche est d'aspect triangulaire et l'oreillette droite a une paroi trabéculée avec une pointe qui paraît comblée, hein, d'une sorte de bande modératée. Alors, ici, sur ces iconos, on peut voir un aspect inhabituel, une image inhabituelle des quatre cavités. Vous voyez, ici, on a l'impression que les ventricules sont dilatés par rapport aux oreillettes. Et là encore, on a un aspect inhabituel des cavités cardiaques qu'il faut relever. Alors, sur cet icono, on peut noter la présence d'une tumeur du septum interventriculaire, hein, qui correspond à un rhabdomyome cardiaque. Et sur l'icono de droite ici, on peut noter une calcification intracardiaque qu'il faut également relever lorsque vous le notez. Alors, en examinant le cœur, lorsque pour avoir une coupe des trois vaisseaux, il faut décaler la sonde parallèlement vers la tête fœtale, hein, pour visualiser la partie haute du médiastin, hein, qui contient les trois vaisseaux, en avant et à gauche. En avant et puis à gauche, on peut noter l'artère pulmonaire qui est plus longue, comme on peut le voir ici. Au milieu, on a l'aorte. Et à droite,
la veine cave supérieure qui paraît plus arrondie. Euh, et lorsque vous inclinez, après cela, il faut incliner encore légèrement la sonde vers la tête fœtale à partir de la coupe des trois vaisseaux. Hein. Ça permet de visualiser euh, l'aorte, hein, qui sort des ventricules, euh, du ventricule gauche. Ici encore, sur cet icono, lorsqu'on incline légèrement la sonde vers la tête fœtale, n'est-ce pas, à partir de la coupe précédente, on peut visualiser la sortie ici, la sortie de l'artère pulmonaire, hein, du ventricule droit, ainsi que sa division en artère pulmonaire euh, droite et gauche. Hein. Notez que le calibre de l'artère pulmonaire primitive est ici, donc le calibre ici de l'artère pulmonaire primitive est légèrement supérieur à celui de l'aorte. Et l'artère pulmonaire gauche se dirige en arrière et va se diviser en canal artériel et en artère pulmonaire. Alors, il faut également noter l'activité cardiaque. Hein, en examinant le cœur, c'est d'ailleurs la première chose qu'il faut noter, l'activité cardiaque qui doit être présente et régulière. Et la fréquence cardiaque normale, lorsqu'on est à 22 semaines d'aménorrhée, c'est une fréquence régulière. Il doit être entre 120 et 160 battements par minute. Après le cœur, on examine le poumon, hein, ici, les poumons, hein, qui ont une écostructure homogène, hyper écogène par rapport au poids, ici en bas. Et la différence d'écogénicité entre le poumon et le foie s'accentue au fur et à mesure au cours de la grossesse. Et le diaphragme correspond à une bande fine, hein, hypoécogène qui est arciforme à concavité inférieure et on le voit plus facilement à gauche entre la base, pardon, ici, là, la base du cœur et l'estomac. Alors, sur cette image inhabituelle du thorax, on peut noter une disproportion thorax-abdomen, ou encore à droite ici, un aspect polycystique des poumons. Après le thorax, il faut examiner l'abdomen, hein, la paroi abdominale antérieure, hein, ici, ou encore là, sur cet icono, la paroi abdominale antérieure, qui doit être intègre au niveau de l'insertion fœtale du cordon ombilical. Et l'estomac, situé à gauche, sauf évidemment si on est dans une situation de situs inversus. Normalement, l'estomac est à gauche. Euh, il faut, il faut mesurer cet estomac-là. S'il est petit, hein, il faut, dans ce cas, rechercher des signes qui évoquent notamment l'atrésie ésophagienne, un polyhydramnios ou une dilatation ésophagienne. Il faut également examiner la vésicule biliaire, hein, qui est située à droite euh, de la veine ombilicale. La veine ombilicale qui se jette dans la branche portale gauche. Alors, la paroi abdominale antérieure doit être bien fermée. Il faut le relever. Hein. Il faut vérifier cela par la position de l'insertion fœtale du cordon ombilical. En cas de célosomie, c'est-à-dire de défecte pariétal, il faut préciser son type. S'agit-il de l'omphalocèle
ou d'une d'une gastrochimie. Il faut également préciser le niveau de ce défect pariétal, son contenu et le diamètre de son collet. Euh, Au niveau de l'abdomen, on examine aussi le foie. Donc, il faut noter que à l'examen de l'abdomen, à l'échographie, à l'abdomen fœtal, le foie se présente sous forme d'une structure homogène, hein, comme on l'a vu sur ici, hein, le foie, une, euh, une structure homogène avec une écostructure qui est la référence pour les autres organes. Hmm. Non, et normalement, il faut rechercher, mesurer la flèche hépatique. Je n'ai pas eu des iconos montrant cela. Hein. Et la flèche hépatique normale, il mesure entre 25 et 35 millimètres à 22 semaines. Il faut également examiner euh, la rate, la rate du fœtus. La rate, qui peut être difficile hein, à visualiser parce que la rate est moins écogène que le foie, notamment à 22 semaines. Donc, le grand axe est environ à 25 millimètres. Alors, il y a les tubes digestifs aussi. Hein, donc, il faut examiner les images lipidiennes du flanc gauche dans les anses jejunales, puis euh, les idéales proximales. Les intestins ne doivent être ni hyperécogènes, ce qui peut faire penser à un iléus méconial ou à une microviscidose, et ni trop visible non plus, ce qui traduit habituellement, pardon, qui est une situation rencontrée en cas d'hydramnios. Et le côlon transverse et le côlon gauche qui eux sont référables à 25 semaines sous forme d'image tubulaire en cadre avec une échogénicité faible, évidemment sans cône d'ombre. Alors, sur cette iconographie, on peut aisément objectiver une atrésie duodénale hein, qui correspond à une image en double bulle est généralement retrouvée accompagnée ou qui accompagne un polyhydramnios important. Ici, on a la traduction d'une atrésie du grêle hein, qui va se traduire par des dilatations des anses grêles, évidemment, en amont. Et puis, c'est une situation également qui est retrouvée dans des cas de polyhydramnios modérés. Alors, ici, on a une image de l'omphalocèle, ou encore ici, l'image d'une acide. Alors, il faut aussi examiner l'appareil urogénital, notamment les reins. Hein. Les reins en coupe parasagittale, ici, présentent la forme de haricot et en coupe axiale, on a plutôt deux masses rondes situées de part et d'autre de la vertèbre. Et donc, il faut examiner chaque rein, hein, donc il faut noter la position, la taille, hein, notamment la mesure du grand axe sagittal, de pôle en pôle, la mesure devant être interprétée en fonction des courbes de référence, évidemment. Et la mesure bipolaire normale du rein est à 22 semaines et de 25 millimètres environ. Il faut également noter la structure, hein, décrire la structure et l'épaisseur hein, pour pouvoir aussi différencier, faire une différenciation, pardon, cortico-médulaire, hein, notamment noter la présence d'une capsule fine
finement échogène avec l'ovulation fœtale. Il faut aussi procéder à la recherche d'hyperéchogénicité ou de la présence des kystes, hein, des kystes rénales. Parce qu'en fait, les cavités rénales, pardon, sont normalement virtuelles, hein. Et donc, lorsqu'on note la présence des kystes, cela est facilement visualisé. Il faut aussi décrire les batinées, hein, dire si les batinées sont dilatées ou non. Donc, il faut procéder à une mesure antéro-postérieure sur une coupe transversale. Et c'est une mesure qui généralement est supérieure à 4 millimètres. Alors, ici, sur ces iconos, on peut aisément noter la présence des gros reins, hein, hyperéchogènes, comme on peut le voir ici, ou encore là. On examine également les surrénales, hein, les surrénales, la glande surrénale ou les glandes surrénales des fœtus, hein, qui généralement à 22 semaines sont globuleuses. Et notez que la surrénale droite est plus facilement visible que la gauche. Il faut aussi examiner la vessie, hein, donc il faut noter la taille, hein, c'est une mesure évidemment subjective, et l'épaisseur des parois, et, cette paroi thoracique. Et également, euh, la vessie se vide, hein, au cours de cet examen-là. Et sur un Doppler, on peut voir la vessie qui est ici encadrée par les deux artères ombilicales. Et il faut, sur cette image-là, sur cette euh, examen, Doppler, ça fait une dilatation du milieu extérieur ou une persistance de la ou d'un des hypercicules rénales. Alors, ici, c'est une image inhabituelle de la vessie. Ici, donc, vous voyez la forme, la taille, hein, qui est mesurée. On a ici une méga vessie avec urétéronéphrose. Ici, on a une méga vessie, hein, donc, ce sont des images qui peuvent aisément et facilement être euh, objectivées. Ensuite, on examine les membres. D'abord, les membres supérieurs, hein, notamment l'humérus et les deux os de l'avant-bras ici, notamment le radius, hein. Et il faut, au niveau de la main, dénombrer les doigts. Il y en a 5, comme on peut le voir. C'est déjà sur cette image, on peut suspecter la présence d'une polydactylie qui est généralement confirmée à la naissance. Au niveau des membres inférieurs, il faut noter la position du pied, hein, par rapport à l'axe de la jambe. Hein, la position du pied, pardon, par rapport à l'axe de la jambe, hein, ce qui permet notamment de suspecter ou de noter l'existence d'une malformation, notamment le pied beau. Et on examine également les fêlures, donc il faut mesurer. Au niveau du pied, il faut également dénombrer les orteils, hein, et procéder à la mesure de la distance qui va du talon au gros orteil. Alors, il y a également les organes génitaux externes qu'on examine, hein, notamment ici, on peut deviner aisément qu'il s'agit des grandes lèvres, donc il s'agit d'une quille, comme ici, hein, l'image caractéristique, cette image en V, hein, des grandes lèvres, qui permet de voir. Alors, en cas de présence des testicules, c'est cette image de la tortue, n'est-ce pas? Hein, cette image de la tortue, avec sa petite tête là.
qui nous fait aisément conclure qu'il s'agit euh, d'un fœtus de sexe masculin. Alors, ensuite, il y a l'estimation de la quantité du liquide amniotique. Hein. C'est une appréciation qualitative, visuelle, mais subjective, hein, pour les opérateurs expérimentés. Il existe des méthodes, ce sont des méthodes semi-quantitatives, objectives, hein, mais sur cette image, je présente la position, euh, la position de la sonde. Hein. La sonde doit toujours être perpendiculaire, hein, pour mesurer les poches de liquide amniotique verticalement. Et il y a notamment la méthode de Phelan, hein, qui consiste on va dire, à la mesure ou à l'établissement au calcul de l'amniotique fluide index, API, ou appelé également index de Phelan, hein, qui mesure la profondeur, hein, qui mesure la profondeur antéro-postérieure du liquide amniotique, évidemment sans interposition de structure fétale, dans les 4 cadrans de l'abdomen maternel. Donc, l'abdomen maternel est divisé en 4 et notez que c'est cette séquence qui est suivie. Donc, on commence toujours au niveau du cadran inférieur droit, ensuite supérieur droit, et ensuite supérieur gauche et inférieur gauche. Et euh, les mesures sont rapportées évidemment sur une courbe de valeur normale pour l'âge de la grossesse. Évidemment, actuellement, avec les abacs incorporés dans les appareils d'échographie, cela est facile. Lorsque vous mesurez cela, vous pouvez déjà avoir une interprétation en fonction de l'âge de la grossesse. Notez que la valeur normale de la fille va de 8 à 18 centimètres. Alors, il y a également la mesure du diamètre de la plus grande citerne, hein, qui ne contient pas de structure fétale. Ça, c'est la méthode de Chamberlain, hein, avec une valeur normale qui varie entre 3 et 8 centimètres. Alors, on peut aisément voir c'est la méthode de la une mesure maximale. Ici, on a une mesure jusqu'à 57 centimètres. Et ici, dans la méthode de l'index du liquide amniotique, hein, ça c'est une icône, si vous voulez, une image qui montre la mesure dans les différents cadrans de l'abdomen maternel. Et en cas de polyhydramniose, donc excès de liquide, ici, vous avez une mesure qui est allée jusqu'à 28 cm, hein, donc ce qui traduit un polyhydramniose. Et l'oligoamniose, notamment ici, hein, la mesure de cette citerne qui est en dessous de, 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 de la valeur normale, ou encore sur cette image de droite ici. Donc ici, ce sont des cas d'oligo-hydramniose. Alors, on examine après le liquide amniotique le placenta. Hein, on examine le placenta. Dans l'aspect normal, quand vous avez un aspect normal comme ici du placenta, dénote d'une maturation de grade 1 de granum. Hein, donc, la présence de la plaque choréale qui est hétérogène et bocellée avec un tissu placentaire hétérogène. Son épaisseur normale avoisine les 30 mm. Il faut préciser la distance entre le bord inférieur du placenta et l'orifice interne du col. Toujours préciser cela parce que, surtout au deuxième trimestre, hein, ce n'est pas toujours corrélé avec sa position finale hein, au moment de l'accouchement, mais bon, pendant qu'on y est, il faut préciser cette distance-là. Alors,
Il faut aussi, par un Doppler, préciser la présence des cotylédons aberrants, hein, un cotylédon aberrant qui peut faire suspecter ou craindre un risque de rétention placentaire en postpartum ou d'hémorragie de Benkiser. Mais une exploration endovaginale peut être utile si le col apparaît raccourci ou il ne peut être correctement exploré par voie sus-pubienne. Et l'interposition de la tête fœtale entre le placenta et le col est un bon signe d'absence d'insertion basse du placenta. Donc, vous voyez la tête fœtale, hein, qui vient s'interposer entre le col et le placenta. Ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'insertion basse du placenta. Alors, on examine également le cordon ombilical, hein, qui doit être vu et suivi, hein, ici comme ici là sur cet icono, on voit un cordon qui doit être bien suivi, hein, ou encore là, ou ici par un Doppler. Bon. Et il faut préciser, en le suivant, il faut préciser le nombre des vaisseaux ombilicaux. Hein, habituellement, nous avons deux artères, comme ici, avec une seule veine. Et il faut également préciser l'insertion placentaire de ce cordon. Hein. Et donc, il faut, par exemple ici, là, hein, il faut bien documenter cela par une icono, hein, qui précise l'insertion placentaire, comme ici, là, c'est une insertion excentrée, hein, une insertion qu'on pourrait qualifier d'insertion en raté. Et pendant cet examen du cordon ombilical, on peut retrouver des anomalies, notamment la présence d'une artère unique. Hein. Vous avez une artère unique, une artère ombilicale unique, qui peut, qui peut souvent s'accompagner d'anomalies des voies urinaires, notamment une agénésie rénale ou même des anomalies cardiaques. Et une insertion vélamenteuse du cordon, hein, qui croise l'orifice interne du col, ce qui doit être bien précisé car là encore, il existe des hauts risques de mortalité fœtale si on ne le diagnostique pas avant l'entrée en travail, notamment par hémorragie de Benkiser. Et l'insertion fœtale, euh, l'insertion fœtale du placenta, hein, au niveau de l'abdomen, doit également être vue, ce qui permet d'affirmer l'intégrité de la paroi abdominale. Nous l'avons montré sur une image précédente. Hein. On est sûr qu'il n'y a pas d'omphalocèle ou de l'aparocyste. Alors, ici, on a notamment une anomalie du cordon ombilical avec une artère ombilicale unique, ou encore ici, sur cette image-là. Alors, lorsque vous avez réalisé votre examen, il faut que vous terminiez en faisant un protocole de l'examen. Et ce protocole de l'examen ou ce compte rendu doit être le plus clair possible et ne contenir que les éléments nécessaires au suivi de la grossesse. Il doit toujours se terminer par une conclusion qui résume l'examen et être accompagné des iconographies ou des documents photographiques qui résument et qui témoignent de sa bonne réalisation. Au minimum, les clichés de mesure qui sont effectués doivent être effectués, pardon, avec les calipers qui sont bien visualisés, bien en place, pour pouvoir traduire les mesures que vous avez effectuées. Et sur votre compte rendu doit figurer obligatoirement la date de l'examen, hein, la, 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 la date de l'examen, le nom du médecin prescripteur, l'identification de la patiente, la date des dernières règles, l'âge clinique, hein, notamment à partir de l'âge chronologique, en fait, ou même un âge, pardon, excusez-moi, échographique de la grossesse. Hein, et vaut mieux choisir l'âge échographique si il est à plus de 5 jours. Il y a, pardon,
pardon, plus de 5 jours d'écart entre les deux âges chronologiques et surtout lorsque cet âge a été estimé au cours de l'échographie du premier trimestre. Il faut également noter dans le compte rendu les conditions de réalisation de l'examen, que c'était des bonnes conditions, des conditions moyennes ou des mauvaises conditions. Il faut préciser, noter, pardon, le type de grossesse. Est-ce une grossesse unique ou une grossesse multiple? Et dans les cas de grossesse multiple, il faut préciser le nombre de sacs, le nombre de fœtus, le nombre des poches amniotiques et ce qui permet notamment de dire s'il s'agit d'une grossesse gémellaire bicoriale, monocoriale ou ou mono amniotique. Et toutes les anomalies constatées concernant le fœtus, que ce soit en rapport avec la biométrie, la morphologie ou la vitalité, doivent être notées. Et en rapport avec les annexes aussi, il faut relever les anomalies notées. Hein, des anomalies du placenta, des anomalies des membranes, du cordon ombilical ou du liquide amniotique. Et il faut noter la biométrie, hein, le diamètre bipariétal, le périmètre crânien, la circonférence abdominale, la longueur du fémur, hein, avec évidemment les courbes pour chaque biométrie. Hein. En rapport avec la morphologie, relever la non-visualisation ou même la visualisation incomplète des éléments suivants, notamment le cerveau fœtal, hein, son contour, les contours du crâne, pardon, les structures interhémisphériques, le système ventriculaire, la fosse postérieure. Au niveau de la face, est-ce que la lèvre supérieure est bien régulière et évidemment préciser une coupe de profil. Mais l'examen du rachis est noté, de l'estomac, la vessie, le cœur, dont on précise la situation, euh, l'état de chaque cavité, hein, les départs des gros vaisseaux. On décrit, on rapporte l'examen des reins, des membres, notamment les 4 membres, avec les 3 segments par membre qui doivent être mentionnés. En rapport avec la vitalité fœtale, le compte rendu doit signaler obligatoirement si elle est normale, diminuée ou absente, et si la fréquence cardiaque est normale, et si les mouvements fœto-actifs sont présents, et pour les annexes, notamment le placenta, est-ce un placenta recouvrant ou non? Il faut préciser également l'insertion de ce placenta-là, hein, notamment avec un Doppler pour voir s'il n'y a pas euh, la présence des placenta euh, accreta. Le liquide amniotique, il est normal, augmenté ou diminué, et le cordon ombilical, il faut décrire son insertion et décrire également les vaisseaux du cordon. En fait, au total, la biométrie est évaluée en percentage, hein, pour le terme, et noter s'il n'y a pas d'anomalie morphologique échographiquement décelée, à ce terme-là, ou noter les anomalies s'il y en a. Hein. L'examen du placenta et évidemment, si ça suggère d'éventuellement faire un contrôle, il faut le suggérer. Et toute anomalie ou renseignement qui est rajouté par rapport au compte rendu type, comme nous venons de présenter, doit être inscrite en gras et, et souligné. En conclusion, simplement, nous pouvons dire que, comme nous l'avons relevé au début de notre propos, que l'échographie morphologique de dépistage, vu son impact médico-légal, requiert une démarche qualité rigoureuse et une auto-évaluation continue. Hein, c'est une échographie qui vérifie la normalité des structures anatomiques fœtales et annexielles et permet de dépister toute anomalie pouvant modifier la prise en charge de la gestion. Je vous remercie pour votre particulière attention. Nous remercions. Là, vous avez fini
Oui, j'ai terminé. OK. Merci beaucoup, professeur Dr. Andy, pour cette présentation claire et puis enrichissante sur les enjeux de l'échographie du deuxième trimestre et les malformations congénitales détectables à ce stade. C'est vrai que cette intervention nous rappelle à quel point cet examen est à la fois techniquement exigeant, comme vous l'avez bien dit, cliniquement déterminant et souvent émotionnellement chargé pour les patientes. Et vous avez même souligné l'importance de la rigueur du protocole, de la qualité de l'image, de l'interprétation conceptualisée dans la stratégie globale du diagnostic prénatal. Donc, on a retenu que c'est un examen qui doit être standardisé et il faut une analyse morphologique exhaustive du fœtus, comme vous l'avez dit, avec une étude systématique du système nerveux central, du cœur, de l'appareil urinaire, du digestif, du rachis, du massif facial et des membres. Et comme vous avez dit, excusez-moi, que ça doit s'accompagner d'une évaluation biométrique, la vitalité fœtale et l'environnement intra-utérin, que vous avez résumé en anomalies biométriques, morphologiques, vitalité et les annexes. Et pour ne pas trop durer avec la parole, on va donner la parole à notre panéliste parce que pour laisser le temps aux autres pour la discussion. Et puis, il y a quelques questions au chat, mais on laisse d'abord la parole à notre panéliste, docteur Anabila. Je vous laisse la parole si vous avez quelque chose à ajouter Oui, sur le sujet. oui, merci beaucoup pour la parole. Professeur Mbangama, merci pour ce bel exposé vraiment très riche avec une très belle iconographie, très Merci à toi. complet. Voilà. Juste deux, trois mots, pas grand-chose vraiment à rajouter, tout a été dit. Juste rappeler que cette échographie morphologique, donc très très importante, comme on l'a souligné, va permettre au final de diminuer la morbidité et mortalité périnatale. Va aussi permettre, parce qu'on on aura fait le diagnostic, de réduire les handicaps d'origine périnatale. Et enfin, en parlant des annexes, comme le professeur l'a dit, permet aussi de réduire la mortalité maternelle. En parlant du placenta, de l'insertion du cordon au niveau placentaire. Donc, cette échographie a vraiment un gros impact sur la mortalité et la morbidité fœto-maternelle. Voilà, merci. Docteur Anabila, avant de passer aux questions qui se trouvent sur le chatbot, moi j'avais une préoccupation. Ma préoccupation était que tout ce que vous nous avez expliqué, on sait qui est dans la pratique. Quand on est dans la pratique, ça doit être un examen qui prend beaucoup de temps, 45, et puis vous avez dit que les gens, il faut être formé, faire au moins plus de 300 échographies. Et comment ça se passe en pratique? En pratique, ça prend combien de temps? Et la deuxième question, c'était que pensez-vous de l'IRM fœtal avec l'échographie morphologique du deuxième trimestre? Est-ce que l'IRM peut remplacer ou bien l'IRM peut être complémentaire à cette échographie morphologique du deuxième trimestre? Je vous laisse la parole, professeur Dr. Andy. C'est Anita. Oui, c'est moi. Merci Anna pour ton complément. Euh, En fait, en pratique, ça c'est l'écho morphologique. Lorsque vous en avez deux, trois, déjà vous dites que ouf, ça va être terrible ici. Parce que normalement, c'est un examen qui ne peut pas durer moins de 30 minutes. Ça peut aller même jusqu'à 45 minutes, comme tu as dit, en pratique. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Et quand vous devez vous souvenir de la séquence des examens, des iconos que vous devez, des éléments que vous devez rapporter dans votre compte rendu, ce n'est pas un examen qui va se faire très rapidement et passer à un autre cas. Et souvent, ceux qui pratiquent régulièrement les échographies, lorsque il y a un bon d'échographie morphologique qui arrive, bon, ils espèrent ne pas en avoir beaucoup. Et d'ailleurs, dans certaines structures, dans certains centres, on préfère que les échographies morphologiques se fassent il y a des jours précis où on programme cela.
Quant à l'IRM total, en fait, l'IRM total ne peut pas remplacer l'écho-morphologie. Moi, je dirais plutôt que l'IRM est complémentaire. Généralement, lorsque on objective à l'échographie certaines, notamment par exemple, certaines masses anormales, hein, cela peut suggérer de demander une IRM totale pour pouvoir préciser un certain nombre de choses par les différentes types de l'IRM. En fait, donc, Ok. pour répondre à ta question, l'IRM ne peut pas remplacer euh, D'accord. l'échographie totale, mais plutôt peut compléter lorsque les images qu'on a vues euh, recommandent cela. Je veux juste ajouter un petit complément à la Oui. réponse du professeur, c'est que dans le cas dans lequel on est, donc au Congo, l'IRM va être beaucoup plus cher. Donc certainement pas remplacer l'écho, mais vraiment, comme a dit le professeur, être un complément, une confirmation diagnostique ou un élément pronostic en plus. Mais voilà, Mm. l'écho est beaucoup moins coûteuse que l'IRM. Docteur Anita, je Reverend peux Mani? commenter aussi? Oui, D'abord, un Reverend grand Papa. bravo au prof Andy pour ce bel exposé. Je voulais juste rebondir sur la question l'IRM et l'écho, parce que nous, on fait les deux ici. Et comme vous l'avez dit, l'IRM ne remplace jamais l'écho. Donc, nous faisons l'échographie au deuxième trimestre. Ici, chez nous, ça se fait en radiologie. Et il y a des pathologies qui constituent une indication pour une évaluation avancée avec l'IRM. Notamment quand on ne sait pas voir le septum pellucidum, on craint qu'il y ait une agénésie du corps calleux ou qu'il y ait d'autres malformations comme holoprosencéphalie. Et de soi, c'est une indication pour l'IRM. Ou bien quand on a une ventriculomégalie isolée qu'on ne peut pas expliquer, avec le ventricule, au moins un des ventricules latéraux qui a un diamètre de plus de 10 mm, on fait l'IRM. Et quand on a, par exemple, le cerveau ou le crâne en forme de lemon sign et qu'on crée, par exemple, spina bifida, on peut faire des rêves. Maintenant, le côté cardiaque, il y a de plus en plus des indications d'IRM cardiaque fœtale. Au mois d'octobre, j'ai passé à Boston Children's, l'hôpital pédiatrique d'Harvard, pour apprendre ça. Mais même au Canada, ce n'est pas encore en vogue. Ce que nous faisons, lorsqu'on a, par exemple, l'histoire d'une cardiopathie congénitale en famille, ou si, par exemple, l'échographie morphologique, qui prend déjà beaucoup de temps, chez nous ici, ça peut jamais être à moins de 45 minutes. Comme nous sommes un hôpital tertiaire, c'est toujours plus de 45 minutes. Si en plus de faire des scrutés de la tête aux pieds, vous trouvez, par exemple, que l'aorte est de petite taille, ou bien il y a une sténose au niveau de l'infundibulum de l'artère pulmonaire, vous suspectez la tétralogie des Fallot, des trucs pareils, au lieu d'aller explorer davantage le cœur pour continuer votre échographie normale. Et ce n'est pas l'IRM que vous faites, on va faire une échographie fœtale cardiaque. Donc, le patient vient pour 1h30, on va évaluer le cœur pour voir les détails. Donc, c'est un peu ça. Si je dois atterrir, je dirais que même ici au Canada, aux États-Unis, l'IRM ne remplace pas encore l'échographie fœtale, mais il y a des indications où on peut faire l'IRM cardiaque. Souvent, nous le faisons entre 22 et 24 semaines, parce que dans beaucoup de juridictions ici au Canada, on peut facilement terminer la grossesse à 24 semaines. Au-delà de 24 semaines, c'est beaucoup de paperasse. Et il y a aussi la charge comment le fait psychologique pour la famille. Quand le fœtus est beaucoup plus jeune, c'est facilement accepté que quand c'est trop avancé, il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'était ça ma contribution. Merci beaucoup, Dadi. On va passer sur les questions sur le chat. Il y a une question, comment dépister une hydrocéphalie? Je crois que c'est pour le professeur Andy. Et la deuxième, le diamètre bipariétal pourra nous orienter vers une hydrocéphalie lorsqu'il dépasse les normes. Point d'interrogation. Je ne sais pas si vous pouvez répondre avant de passer à d'autres La questions. deuxième, je veux bien répéter la deuxième, s'il te plaît. Je n'ai pas La entendu. deuxième question, il dit que le diamètre bipariétal pourra nous orienter vers une hydrocéphalie
lorsqu'il dépasse les normes. Donc, le diabète Et bipariétal, lorsqu'il dépasse les normes, est-ce qu'il oriente vers une hydrocéphalie? Et comment dépister une hydrocéphalie? alors, euh, déjà, il faut faire une nuance entre hydrocéphalie et macrocéphalie. Évidemment, une hydrocéphalie peut être à la base d'une macrocéphalie. Mais quand vous avez une hydrocéphalie, c'est en fait à partir d'une production importante, un écoulement important si vous voulez, une accumulation importante de liquide L'USR. amniotique au niveau du cerveau et du SPA, pardon, du liquide céphalorachidien, excusez-moi, et au niveau de la boîte crânienne. Et cela, lorsque vous examinez, je ne sais pas si je peux rapidement retrouver une icono, mais en tout cas, lorsque vous avez une hydrocéphalie, vous avez cette image au niveau du cerveau avec beaucoup plus de liquide que du parenchyme cérébral. Donc, il faut d'ailleurs préciser, parce qu'on a des hydrocéphalies avec conservation du parenchyme ou des hydrocéphalies avec ratlatissement euh, du parenchyme cérébral. Et donc, déjà, par rapport à la mesure du diamètre bipariétal, vous pouvez suspecter, hein, parce qu'en ce moment-là, évidemment, le diamètre bipariétal, vous l'interprétez en fonction des courbes de référence pour dire que déjà, j'ai un bip qui est énorme. Et quand vous notez que le bip est énorme par rapport à la normale, à cet âge-là, maintenant, vous devez en trouver la cause. Est-ce qu'il y a une hydrocéphalie ou il y a une, euh, une autre raison, notamment une méningocèle ou une encéphalocèle. Voilà ce que je peux dire. Alors, je crois que j'ai répondu aux deux hein, à la fois. Oui, 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 oui. Il y a le Ouais. docteur Patrick Macheka qui dit bonsoir à tous. Merci pour le cours très intéressant et très éducatif. J'aimerais avoir plus d'éclaircissements sur le concept de la morphologie précoce qui normalement se fait avant 18 semaines. Alors, concept de Il veut avoir, morphologie précoce. oui, il veut avoir des éclaircissements sur le concept de la morphologie précoce qui se fait normalement avant 18 semaines. Est-ce qu'il veut bien préciser sa question? Qu'est-ce qu'il veut que on lui précise? Je crois qu'il nous entend, qu'il précise sa question. Et il écrit la place de l'IRM en complément de l'écho morphologique. On en a parlé. Oui, ça, on en a parlé. Et il y a Chody Arsène qui dit, s'il vous plaît, je voudrais savoir les implications d'une distance interorbitaire anormale, supérieure à la moitié du BIP, du diamètre bipariétal, soit inférieure. Il veut savoir les implications de la distance interorbitaire Mm. anormale, Alors, qui est supérieure à la moitié du BIP. oui, alors là, bon, disons, je commence d'abord par la question que le docteur Macheka, Patrick Macheka Oui, n'a pas clarifié sa question. En fait, non. le concept comme lui-même il l'a dit, hein, d'un examen morphologique fœtal précoce, c'est d'abord une échographie morphologique qui est réalisée vers 17 ou 18 semaines. Donc, classiquement, un mois avant l'examen morphologique classique. Mais c'est un examen qui est réalisé, mais peu importe qu'on le réalise ou qu'on note des anomalies, il doit absolument être complété euh, par l'examen à 22 semaines. Mais souvent, cette échographie morphologique précoce représente en fait une réponse possible à l'incertitude, hein, euh, si vous voulez, d'une cristallisation dans les zones grises hein, du cerveau. Mais toutefois, euh, cette échographie offre une information probabiliste qui, par définition, demeure limitée. Et donc, il faut absolument une échographie morphologique classique à 22 semaines en moyenne. Anita, s'il te plaît, l'autre question, c'était…
L'autre question, c'était, il disait la distance, les implications d'une distance interorbitaire anormale. La distance Alors, en interorbitaire fait, anormale soit supérieure à la moitié du BIP. oui. En fait, lorsqu'on on examine les orbites, l'objectif est de préciser la symétrie des orbites. Et donc, cette symétrie est également traduite par cette distance interorbitaire qui est normale, qui doit être la moitié du diamètre bipariétal. Et donc, lorsqu'on a, ça veut dire qu'il y a une anomalie, une malformation de la face. Si on peut parler en termes d'implication, lorsque vous êtes en train d'examiner et que vous avez une asymétrie des orbites, qui est traduite par cette distance interorbitaire qui est inférieure ou supérieure à la moitié du bip, cela traduit l'existence d'une anomalie au niveau de la face qu'il faut noter et qu'il faut documenter. Ok, merci. Il y a le docteur Jules Mongal, gynécologue à l'hôpital général de Bukavu, qui dit merci pour la présentation et il pose une question. Dans votre pratique quotidienne, quel est votre cahier de charge minimal pour une échographie morphologique de dépistage? Il demande votre cahier de Alors, charge. waouh, Boss Mongane, le cahier de charge, tu veux bien préciser ta question, s'il te plaît? En termes de, de nombre minimal d'échographies morphologiques attendues pour un apprenant, pour un superviseur, qu'est-ce que tu voudrais que je précise? Oui, on va attendre qu'il précise. Et les autres Mais je messages, pense ce que sont si des... j'ai bien compris, ici aux cliniques Hum, universitaires, lorsqu'on hum, évalue les cahiers d'actes de nos apprenants, évidemment, on décompte le nombre d'échographies qu'il a réalisées en général et on va voir le nombre d'échomorphologies qu'il a réalisées, que ce soit sous supervision ou seul. Mais les standards restent les mêmes. Hein, les standards restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on arrive à dire que bon, il est apte à pouvoir le faire si il a réalisé un nombre minimal de 170. Ce qui n'est pas du tout donné, hein, ça il faut le hum. dire. Ce n'est pas du tout donné avec les nombres de malades et surtout les nombres de malades que nous avons dans les consultations échographiques. Vous n'allez pas attendre, sauf si c'était une exigence, une demande du médecin prescripteur. On va pas chaque fois, vous avez, comme chez nous, là, dans notre salle d'échographie, vous arrivez, la salle est toute pleine, et vous allez prendre 45 minutes, 1 heure pour une échographie. Je crois que personne ne me contredira, parmi les obstétriciens qui m'écoutent. Bah, ce sont ces femmes enceintes, des éternelles impatientes qui vont se mettre à jaser dans la salle. C'est pour ça qu'il faut faire ces échographies-là à part et permettre de pouvoir réaliser le reste des échographies et non que toutes les échographies soient mises dans le même panier avec le même horaire. Là, généralement, ça devient un peu plus difficile. Non! Il y a un médecin qui a levé la main, Marc Louzaladio, c'est ça? Qui a levé la main, je crois qu'il veut parler, hein. Vous pouvez parler, docteur Marc Louzaladio. Oui, merci beaucoup, professeur. Merci, professeur, pour ces condensés de l'échographie du deuxième trimestre. Surtout, ma question voudrait s'articuler juste sur les étapes de réalisation de l'examen. Il y a première étape, la biométrie, deuxième, l'appréciation morphologique, troisième, l'appréciation de la viabilité, quatrième, étude des annexes placentales, liquide amniotique et puis compte rendu à la fin. Alors, j'aimerais savoir, le myome, nous le prenons, si nous trouvons le myome, pendant qu'on est en train de réaliser l'examen, nous le prenons au quatrième étape où nous parlons des annexes ou comment est-ce qu'on peut décrire s'il y a une myomatose avec un fœtus en développement. Merci, Marc. Je précise que